Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, on vous parle de revente de billets. Hey, c'est les Blue Jays. On a vu des prix passer au Dodger Stadium notamment. 35 000 un billet. Tu des crosseurs, ça? Ils exploitent le pauvre monde. Ça prend des lois. Peut-être pas. On va regarder ça. Juste avant, par contre, les leçons du passé d'Antoine Bernier. Là, j'ai le tome 1 entre les mains. Il y a un tome 2 disponible sur Amazon également. Il dit vraiment que c'est un livre qui est très intéressant, que j'ai lu le premier, en fait, mais c'est dans le deuxième, il me dit ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu gauchiste sloppy dans le premier livre, le jeune kid de 2025. Puis quand il s'en va dans le temps, en 1925, il fait travailler dans une shop. OK? Fait que le gars apprend l'ouvrage comme dans le temps. Ça ne fera pas de tort, apparemment, quand Antoine me dit dans son deuxième livre, disponible sur Amazon, plus de 200 copies vendues. Merci, les gens, parce que la seule publicité d'Antoine pour ce livre-là, c'est le trio économique. Ça me fait plaisir de voir que ça fonctionne pour Antoine. Il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça parce qu'il avait le goût d'écrire. Il y a des gens qui aiment son histoire et qui ont acheté le deuxième livre. Parce que quand tu fais une trilogie, si les gens continuent à lire la trilogie, ça veut dire que le premier était bon. Évidemment, Antoine est motivé et le troisième s'en vient tranquillement, pas vite. Donc, continuez à supporter des initiatives comme ça de notre petit réseau de lecteurs. On est capable de vendre des livres sans passer à tout le monde en parle de notre côté, même d'avoir des best-sellers. Puis je pense que c'est quelque chose qui est à noter. Évidemment, 80 idées pour le libéralisme. Je l'ai proche, je vais le mettre à l'écran toujours quand même. Oh oui. Mais autour du libéralisme en 80 idées, tu me disais que tu en avais vendu plus de 1000, Vincent. Quand Sur même le bien chiffre, été ton affaire. ben pas aussi bien que Frank. Là. Frank avec NPC a fait nettement mieux que moi. Sûr que Frank est plus. Sa face et sa voix sont plus attirantes que la mienne. Fait que c'est Et sûr que- soulignons qu'il n'y a pas de faute en page 80, c'était volontaire. Oui, oui, effectivement. Un Je- jour, vous je- comprendrez ce qui s'est passé avec Bill Clinton restera dans les annales. Ah, tu parles-tu dans le livre de Frank ou tu parles dans Oh, le ouais, c'est monde? dans le livre de Frank. Ah, ok, j'ai Il me j'ai disait, pas spotté ça. Je pensais que tu parlais de moi, j'ai laissé une erreur dans mon livre délibérément aussi. Fait que je pensais que c'était. OK, c'est parce Je que pensais Frank que tu a laissé faisais. il y a une erreur délibérée, mais tu sais, c'est pas vraiment une erreur. Il y a comme plein de monde qui ont écrit Frank, t'as fait une faute à telle page. Pas une faute. Puis ça le fait vraiment rire parce que c'est pas une faute. Vous verrez, Ah, vous Frank, verrez. Frank. On ne le Ouais. changera pas. Hey, écoute, la revente de billets, Vincent, c'est un sujet qu'on voit souvent de façon récurrente. Toutes les fois qu'il y a un show hyper populaire, on voit qu'il y a des Ou scalpers dans les rues. un match de sport comme la Exact, c'est finale. du Super Bowl, évidemment, les séries de la NHL, les séries de baseball, présentement, les World Series, je veux dire, c'est démoniaque. Puis, ça amène beaucoup de gens à vouloir réclamer une réglementation parce qu'ils trouvent ça injuste que des gens achètent. Parce que c'est difficile de se procurer les billets du premier coup, on s'entend. Et certains réussissent à se procurer des billets du premier coup et après ça, à les revendre dans la rue, les revendre sur Internet, pas mal plus aujourd'hui, on s'entend. Mais ils sont insultés de ça. Ils disent tant qu'à ça, j'aurais aimé ça, moi, avoir la possibilité d'acheter le billet directement à un prix plus abordable de l'organisation plutôt qu'à un revendeur qui me l'a vendu 10 fois le prix. Donc, ça amène les gens à vouloir réglementer. Le Québec a réglementé de ce côté-là. Solide en plus. Mais écoute, Vraiment. je vais te dire ce qui m'a parti là-dessus parce que c'était ma conjointe le matin écoute Radio-Canada en se levant.
malgré qu'on vit aux États-Unis. Puis ça veut dire que tous les matins, j'entends Chantal Hébert et d'autres personnes, notamment Pierre-Yves McSween. Et j'ai trouvé le verbatim de ce que Pierre-Yves McSween a dit, puis ça m'avait fait. J'étais un peu irrité du commentaire, mais voici, je vais essayer de lire le verbatim, puis dans toute sa splendeur. Moi, c'était pour le match numéro 2 samedi. OK, match numéro 2. Quand moi, je me suis joint à la file d'attente, c'est d'une éloquence. Parles-tu des Blue Jays? Il parle des Blue Jays. Parle des Blue J'étais 3 millième ou 3 5 millième. Le temps de me rendre, ça a été une vingtaine, trentaine de minutes peut-être. J'avais ensuite accès à des billets à 560 de mémoire. Le billet, et j'étais dans les gradins les plus hauts. Là, on est rendu hier entre 1700 et 15 000 $ par billet. Donc, vous voyez que la question que je voulais sous-entendre, c'est à qui appartient le profit? Bon, là, il fait une petite parenthèse sur. Tu vois, tu aurais pu prédire où ça s'en allait. Oh, Il y a oui, facilement. il y a une petite parenthèse sur Paul Piché qui n'est pas particulièrement intéressante, qui fait. Paul Piché. Ouais, il fait une petite affaire de Paul Piché dans le coin, mais là, il dit il y a une tarification dynamique qui permet d'atteindre de tels biais, de tels prix grâce à la technologie, l'intelligence artificielle et au fait qu'il y a un engouement. À qui appartient le profit? Parce que Ticketmaster probablement va en chercher une bonne partie parce qu'on peut faire la revente sur leur site maintenant. Ouais, ça, Et c'est l'idée, vrai. c'est le point qui essaye d'être fait, c'est que la revente de billets fait en sorte que il y a un profit qui est fait par une personne, peu importe c'est qui, et ce profit-là, il est mal. OK? C'est ça le Ça, sous-entendu. c'est le Peu importe. verbatim. OK. Ça, c'est le verbatim, puis c'était. C'est sûr J'ai que. déjà pêché, hein. J'ai déjà acheté des billets de revente. World Series, il y a 3 ans. 3 ans, je pense. On était à New York. On était à Long Island. Les Mets jouent un 2-3. J'ai pêché Vincent. J'ai acheté des billets pour les matchs 1 et 3. La seule game qu'ils n'ont pas gagné, c'était le match 2, il fallait que j'aille écouter. Mais non, moi, j'ai pris le match 1 et 3. Est-ce que je suis bon? Vraiment bon. Payé vraiment cher, le billet. C'était très dispendieux. J'étais dans le pit en haut du marbre. Mais you know what? J'étais vraiment content de les avoir, mes billets. Puis je comprenais pourquoi j'ai payé cher. Là. Je dis, c'était normal. Oui, puis non seulement ça, mais C'est c'est. c'est les post-season. Écoute, ce qui me gosse un peu, c'est que ce que toi, tu as fait, c'était la bonne chose à faire. Puis, Dans le puis ça sens. joue dans les deux sens, hein, parce que j'ai déjà aussi acheté des billets sur StubHub également, en bas du prix qui était offert par l'équipe, by the way. Ça va des deux sens, StubHub. Tu n'es pas obligé de le vendre par-dessus. Là. Exactement. Tu peux vendre à perte juste pour t'en départir et récupérer la valeur d'option, comme on dirait. Là. Tu récupères une partie de la vente. Là, donc, tu n'as pas une perte totale si, disons, tu ne peux pas y aller ou si tu ne peux pas faire quelque chose d'autre. Hey, puis j'ai une autre anecdote à te conter. Vas-y. Celle-là est spéciale. J'étais à l'université. Hey, ça date, là. Puis je m'étais dit que je serais capable d'en faire de la revendre. Je crois toujours pas que tu as été à l'école en passant. Le fait que tu as l'attention d'un écureuil, man, je comprends pas comment tu as été capable de Ah, t'asseoir mais sur la banc c'est ça le d'école. secret, j'allais pas à l'école. Ouais, c'est vrai, j'oublie ça. J'avoue. J'allais aux examens. Pas pareil. C'est Ah, toi, c'est c'est évident. toi, c'est toi qui fais que ma job est plaisante. Vas-y, Non, excuse-moi de t'interrompre. j'ai un grand historique de foxing à l'école. Mais j'étudiais très fort de manière indépendante à la maison. Puis j'étais capable, ça marchait. Oui, c'est ça, j'étais à l'université, pauvre comme job. Moi, j'arrive, j'ai dit, je pourrais peut-être faire de l'argent, puis rentrer dans la salle d'attente pour acheter des billets du Canadien pour le match d'ouverture, puis essayer de les revendre. Je vais être capable de revendre ça le double facile. Ça, c'était avant les législations et tout ça. Et j'étais rentré dans la salle d'attente. J'étais très tôt dans la file et j'avais réussi à mettre ma main sur une paire de billets des rouges de tout à fait parfaite là, pour la revente. J'étais sûr de faire un profit incroyable jusqu'à temps que je me rende compte que c'était le dernier match préparatoire que j'avais acheté, non pas le match d'ouverture. Je les ai revendus à perte. Non, c'est pas vrai, j'étais allé avec un de mes chums. Finalement, j'y étais. OK. 250$, c'est le billet que j'avais aucune intention d'aller voir ce match-là, là, mais Écoute, je m'étais trompé. ben, avant qu'on aille plus loin dans les anecdotes, puis avant que je laisse ton écureuil continuer d'aller de l'avant, il faudrait quand même qu'on dise c'est quoi la loi au Québec pour que les gens comprennent qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis au Québec.
Ah, Au il pas qu'on ait Québec, une loi là-dessus. ben, c'est depuis, je pense que c'est la loi 15 ou la loi 25. Ça a été passé par les libéraux et je les blâme entièrement. Les libéraux de Jean Charest, donc ça remonte loin dans le temps, là. La loi interdit la revente d'un billet à un prix supérieur que celui qui est inscrit sur le billet, donc par le producteur du spectacle. Tu as le droit seulement d'offrir un billet à un prix plus élevé si tu remplis toute une série de conditions. Donc, tu as l'autorisation du producteur, que tu as une entente avec le producteur. Attends, c'est pas fini, là. But Fait qu'en wait, bout de there's ligne, c'est le more. producteur qui est allé chercher le profit de ça. Là. Exactement. Que tu informes le consommateur que le billet fait partie d'une revente. Ça, c'est pas particulièrement une condition très débile, mais tu sais, ça fait partie des conditions. Que tu mentionnes au No shit, Sherlock. consommateur le nom de la billetterie officielle. Donc, tu es obligé de dire c'est qui avait vendu le billet initialement. Tu dois indiquer au consommateur que les billets peuvent être en vente à cette billetterie-là. Fait qu'il faut que tu lui dises qu'il peut l'acheter ailleurs. Euh, keeps getting better. Wait, there's more. Faut que tu précises au consommateur le prix auquel le distributeur initial vend les billets. Parce que Je suis plus capable. il faut que tu indiques au consommateur le prix maximal de revente autorisé parce que tu Il y as a le un droit prix de de revente revendre. autorisé. Oui, mais en fait, c'est parce que par le producteur. Donc, tu sais, il faut que tu t'entendes avec le producteur en Oh, avance de combien man. tu peux revendre. Tu peux juste revendre jusqu'au maximum fixé par le producteur. Et, ben, bien sûr, il faut que tu dises la place ou le siège que le billet te permet d'occuper. Donc, il y a deux des conditions qui sont... Écoute, pour une personne qui aime beaucoup le libre marché, là, entendre tout ça one shot, je veux dire, c'est killing. Là. Oh oui, mais l'affaire, c'est que la revente de billets, là, puis il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, là, je m'en sac, c'est une excellente chose. Ben C'est oui! la meilleure chose au monde. Ben oui! Parce que, puis ça, là, je vais faire juste le petit pitch théorique. Fixer un prix pour un billet, là, si tu le mets trop bas, tu ne fais pas assez de profit comme producteur de l'événement. Puis si tu le mets trop élevé, tu n'as pas assez de gens. Gérer le spectacle, l'artiste, les concessions, les publicités et le pricing, c'est beaucoup trop d'affaires à gérer en même temps. Ce que tu fais en vendant les billets juste un petit peu plus bas, mais que tu fais en sorte que quelqu'un va les prendre et les redistribuer le plus efficacement possible, ce que tu fais, c'est que tu t'assures d'avoir toujours un aréna qui est rempli. Donc, la revente de billets, ce que ça fait, c'est que ça permet d'allouer les billets à ceux qui veulent vraiment y aller. Et ça fait en sorte que, à toute fin pratique, les billets même sont un peu moins chers que si tu essayais de faire ça parce que tu as plus d'offres. Et parce que tu as plus d'offres, tu as aussi. Puis tu as plus d'offres parce que je vais dire les concessionnaires, mais les promoteurs puis les propriétaires de salles, eux, ils ont moins de risques à gérer. Ils augmentent leurs revenus sur les concessions puis sur la publicité. Donc, ils sont plus profitables. Et en étant plus profitables, ils peuvent faire plus d'événements. Moi, c'est quoi qui me fascine le plus, c'est que des marchés où est-ce que tu peux à la fois être acheteur et vendeur, ça existe. Ça s'appelle une bourse. Oui. Tu sais, je veux dire, n'importe qui a fait un peu de trading dans sa vie sait que en bourse, tu peux être à la fois acheteur et vendeur. Et savez-vous quoi? Ces marchés-là, là, ils fonctionnent Très bien. à merveille. Oh oui. ça va vraiment vite. Puis ça va vraiment bien. Mais mettons que j'arrive et on dit, OK, la bourse canadienne ou la bourse américaine, vous savez comment ça marche? Là? Ben, demain matin, ça ne marchera plus comme ça. Demain matin, à la bourse, tu ne peux être qu'un acheteur. Tu ne peux pas être un vendeur. Tu ne peux être qu'un acheteur. Si tu veux vendre le titre que tu as entre tes mains, tu n'es autorisé qu'à le vendre aux 6 banques canadiennes. Eux autres pourront retrouver un acheteur éventuellement. Ouais, ben, Écoute, il n'y a personne qui accepterait ça. Tout le monde verrait, il est où le bug? Tout le monde dirait, Chris, 1, c'est pas de vos affaires. 2, ils vont se prendre une cote, ces gens-là. Puis 3, éventuellement, ça va enlever beaucoup de liquidité dans le marché. Ça veut dire que la fluidité du prix, la réactivité du prix en fonction de la réelle demande. Tu sais, je veux dire, prends un match préparatoire du Canadien à Québec. Demain matin, ils viennent à Québec, on dit c'est bon, on match préparatoire, telle date, tel soir. Fait que là, les billets se vendent. Une semaine avant l'événement, ils annoncent le line-up qui va jouer à Québec. Là, tu te dis, crème, c'est full line-up. OK, ben attends. Laisse-moi finir mon exemple. Là, T. Cole, il est là. Crème, T. Cole est là. Tabarouette, Cole Caulfield, man. He scores, yes! T. Cole va être là. Il achète le billet. 2 jours après, T. Cole, il se fait mal à la cheville.
il n'est pas là. Puis Suzuki, il n'est pas là. Puis Montembeault ne goalera pas. Finalement, tu te ramasses avec des gars de 4e trio des gars de la Ligue américaine. Tu n'as plus le goût d'y aller. Une idée, tu es capable de revendre le billet? Oui, mais attends une minute. Tu as dit des choses, il n'y a rien dans ce que tu as dit qui était problématique. C'est juste, je pense qu'il faut quand même expliquer aux gens la Mais situation. Cole, Vincent. I don't care about the sport. I care about the econ. OK? Là, commençons au début. Si tu mets un prix trop élevé, c'est assez évident pour les gens qu'est-ce qui va se Tu n'en vendras passer. pas. Tu n'en vendras pas, tu vas avoir des sièges vides, tu ne feras pas de revenus de publicité, puis tu ne feras pas de revenus sur les concessions, les concessionnaires qui vendent des hot dogs puis des bières. OK? Ça, tout le monde comprend ça. Mais c'est quoi la contrepartie d'un prix trop bas? Un prix trop bas, la contrepartie, c'est que tu vas avoir bien des consommateurs qui ne sont pas nécessairement très engagés avec le produit. Donc, si tu me vends, par exemple, un billet du Canadien de Montréal pour 10 ici quand ils viennent jouer à Washington. Disons que c'était ça le prix qui était fixé par le promoteur. Je ne suis pas un grand fan de sport, mais pour 10 je vais y penser. Mais ça veut-tu dire que je suis celui qui va vraiment y aller? Disons que je l'ai acheté 6 mois en avance, puis finalement, la journée là, que ça commence, mon garçon fait une représentation sportive que moi, je vais aller voir parce que mon garçon est plus intéressant que les Canadiens de Montréal. Ben, le billet je vais juste pas le revendre, je vais juste le perdre. Disons, si la revente est interdite ou il y a des restrictions qui font en sorte qu'elle est interdite. Ben, Ajoute le Sankos fallacie là-dedans. ouais, ça aussi, mais moi, j'en souffre pas, je suis économiste. J'ai mon vaccin. C'est bon. Le sunk cost fallacy pour les économistes, c'est quelque chose qu'on est entraîné à ne pas aimer. Salut, Frank. Oh, ouais, vous êtes rationnel, vous autres. Ben, écoute, t'es-tu de mauvaise humeur, là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Frank? Non, mais j'arrive. Vous êtes déjà pas capable d'arriver au bout d'une idée sans vous couper la parole. Là. Je sens que ça va être. Bon, le point, c'est que si le prix est trop bas, ce qui va se passer, c'est que moi, je ne vais pas y aller. Je vais prendre le billet, mais je ne suis pas le consommateur le plus susceptible d'y aller. Et tu vas avoir la même perte que si tu mets le prix trop élevé. Tu ne vas pas avoir de gens qui vont voir la publicité, donc tu perds la valeur publicitaire. Tu n'auras pas le même volume pour les concessionnaires, donc tu n'auras pas la même capacité de louer des stands dans l'aréna pour vendre des bières, pour vendre des hot dogs, pour vendre des pretzels. C'est les meilleures parties Qui du te sport. mange ça des bretzels, c'est dégueulasse, man. Mais ta gueule, ton jugement il est médiocre, Yann. C'est calice. Pretzel, c'est comme most American thing ever. Anyways, not the point. Ben, les vrais, là, pas les petits trucs séchés. Non, dans non, des non, packs, pas là, les ça, petits ça trucs goûte la pretzel, merde. le gros affaire là, Oh, avec, oui, ben oui, ben avec oui. la moutarde et tout. Il faut faire ça comme il faut. Texas style. Mais là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que si tu peux pas avoir les gens qui émergent, excuse-moi, les billets aller aux gens qui veulent vraiment les avoir, ben tu vas avoir des coûts trop élevés pour les producteurs. Ils ne feront pas assez de revenus. S'ils ne font pas assez de revenus, il va y avoir moins d'événements. Ils vont faire des événements qui sont plus sûrs. Tu vas avoir moins d'artistes émergents avec des petits marchés. Oh, j'aime ça, ça. Parce que tu vas être averse au risque. Là, dès que tu as une certaine aversion au risque, si tu as des risques tant de mettre trop élevé que trop bas le prix, ben tu vas avoir pas assez d'offres. Fait que ça, c'est le Ouais, puis problème. un prix trop bas amène l'insatisfaction parce que là, tu crées des salles d'attente interminables parce que ce que tu ne payes pas en argent, tu le payes en temps. Exactement. Là, tu as une salle d'attente, là, les gens vivent une frustration, tandis que si la personne a dit je veux y aller à la game des World Series parce que j'aime beaucoup le baseball, il regarde le prix des billets et il dit Chris, sais-tu qu'à la TV, c'est pas si pire? Oui, ben non seulement ça. Ben, check bien. Là, on a compris c'est quoi que le producteur y voit comme problème. Le problème du producteur, c'est qu'il y a un risque à mettre le prix tant trop haut que trop bas. Ouais. C'est dur de trouver le prix parfait. Mais ça, c'était dans le cas où est-ce qu'il n'y avait pas de revente de permise. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si la revente est permise? Bien là, ce que tu as, c'est que tu as un dude, OK, soit StubHub, soit n'importe quelle autre plateforme, ou le gars dans le Un gars pas stationnement. dedans en avant du stade. Exactement. Mais eux, c'est quoi qu'ils font? C'est des intermédiaires qui sont spécialisés dans la découverte du prix. C'est eux qui gèrent le risque pour les concessionnaires, pour les promoteurs, excuse-moi, d'événements. Et c'est eux qui vont essayer de réallouer les billets vers ceux qui valorisent le plus l'événement. Donc, si moi, je reviens à l'exemple de j'ai acheté un billet des Canadiens de Montréal pour 10 quand ils jouent les Capitals à Washington, je vais revendre mon billet, disons, à
10 au, au scalper. On va y aller avec le méchant terme, le scalper. Je vais lui revendre mon billet et lui va s'en servir pour essayer de le revendre à quelqu'un d'autre. Il pourrait le vendre à perte, il pourrait le vendre à profit, mais il va essayer de le revendre à quelqu'un. Mais lui, il comprend les risques mieux que n'importe qui d'autre. Et en plus, il y a du volume, donc il ne va pas juste en revendre un, il va peut-être en revendre plusieurs et il va se prendre une cote sur tout ça. Et lui va essayer de justement gérer tout le risque. Et en faisant en sorte que ça aille vers ceux qui veulent vraiment avoir l'événement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir plus de gens dans les arénas, tu vas avoir plus de gens qui vont voir les publicités et tu vas avoir plus de gens qui vont aller aux concessions, acheter des hot dogs, des bières, des pretzels. Et tu Même vas si- avoir des promoteurs qui veulent prendre plus de risques. Exactement. Donc, tu vas avoir plus d'événements, plus d'artistes de niche, plus de risques dans qui t'essayes Je trouve que c'est lui le meilleur argument. Moi. Moi, je pense que c'est le meilleur, effectivement, que tu as plus de tentatives d'essayer de prendre des nouveaux artistes si, disons, tu sais que tu vas toujours avoir, disons, un profit correct sur 5 sur 6 événements, mais le sixième pourrait être une perte complète quand tu prends un risque avec un artiste moins connu, mais ça pourrait être aussi un sell-out complet avec un artiste que finalement, tu n'avais pas compris qu'il y avait une niche incroyable de gens qui l'adorent. Mais là, tu as pris un Puis, risque puis il a payé, mais c'est parce que tu avais une base qui était plus safe grâce aux revendeurs. puis oubliez pas une affaire aussi, les gens qui gèrent un événement. OK, regardons l'exemple des Blue Jays présentement. Les autres, ils ont une marque de commerce, puis ils veulent que cette marque de commerce-là soit appréciée du public. Si c'est eux-mêmes qui vendent le billet 5000 pièces en arrière du marbre, ou peut-être que un mauvais exemple, 5000 pièces dans le pit en haut, mettons, si eux-mêmes le font, ils savent qu'ils vont créer une frustration à moyen long terme avec des gens parce qu'il va y avoir des articles de journaux négatifs envers eux. Fait qu'ils n'ont pas tant le goût de faire ça. Donc, ils sont quand même assez conscients qu'ils doivent augmenter les prix en post-season, encore plus en World Series. Ils ne sont pas caves. Ils savent qu'il y a une grande demande. Donc, c'est sûr qu'ils augmentent les prix. Mais ils sont comme prisonniers un peu d'un paradoxe, c'est qu'ils pourraient faire plus d'argent immédiatement avec la vente de billets en mettant un prix beaucoup plus élevé. Par contre, ça vient qu'une publicité négative que la marque de commerce n'a pas le goût de supporter. Donc, dans cette situation-là, leur préférence, c'est de dire je vais le vendre un peu moins cher, j'aurais pas l'air d'un crosseur. Il va avoir une liste d'attente, il va avoir une file d'attente, il va avoir un système en ligne de gestion de l'attente. La demande ne sera pas satisfaite. Donc, il va y avoir des gens ils vont être déçus, mais ils vont être déçus de ne pas avoir gagné une loterie. Ils ne seront pas déçus d'avoir payé trop cher ou de s'être fait fourrer par l'organisation. Ils vont être déçus de ne pas avoir gagné une loterie. Et après ça, les gens vont finalement retrouver des billets, ceux qu'ils veulent vraiment, à des prix beaucoup plus élevés dans le système de revente. Puis ceux qui voudront vraiment assister assisteront en payant un prix de fou. Mais on va vraiment avoir les plus crinqués de la gang qui, eux, ils étaient prêts à payer ce prix-là. Mais l'organisation n'aura pas subi les conséquences négatives de mettre elle-même un prix trop élevé. Parce que Exactement. puis ça a une valeur pour les organisations aussi parce qu'ils se disent, écoute, c'est le scalper tout croche qui pue du dessous de bras dehors qui se fait pas aimer par le monde. Ah, sac, moi. Ben, c'est drôle que tu dises ça. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui est très aimé parmi les économistes free market. Ça s'appelle Defending the Undefendable. Puis c'est une liste de tous les métiers peu savoureux. Le scalper, la prostituée, le vendeur de drogue, le garbage man. Donc, il fait une défense de tous les emplois en expliquant que même si ça apparaît peu savoureux, en fait, c'est très important le rôle qu'il joue. Et Puis, ici, le scalper, c'est justement ça. Regarde, il y a des gens mais il y a juste finir un peu sur cette idée-là. En bout de ligne, là, si mettons, tu interdis complètement la revente. ce qu'on fait au les- Québec, à toute fait pratique, là. Ouais, mais pas tant. Présentement, c'est. Non, pour vrai, Ah je n'ai ouais, déjà acheté des billets de revente au Québec. puis il y C'est en pas a à interdit, c'est que grandeur. tu la rachètes carrément aux promoteurs. Là. Oui, oui, mais tu t'interdis à des gens de les revendre à Oui, profit. je sais. Mais si tu arrives puis on interdit complètement la revente, OK? L'organisation, elle, là, elle veut pas tant que ça prendre le risque de réputation de mettre le billet à 5000 $. Elle se dit à 900, je suis correct, mais en haut de 900, là, je peux pas aller en haut de ça, je vais me faire toaster dans les médias. Fait qu'elle va le vendre 900 pareil. Qu'est-ce qui va arriver? Grande file d'attente. Mais là, il y a quelqu'un dans la file d'attente que lui était prêt à payer 5000. Puis il l'aura pas, son billet. Lui, il va être en sacrement. Il va être vraiment en sacrament, puis il va se dire plus jamais, moi, je participe à ces événements de sport-là, plus jamais je finance ces activités-là. Moi, j'étais prêt à payer 5000 pour aller là. Puis, tandis que le gars qui était juste prêt à mettre 900 là, puis que lui, à 1000 il débarque, là, même si lui, il a le billet parce qu'il était assez tôt dans le fil d'attente, tout ça, c'est pas un aussi grand fan que l'autre. Là.
Ben, Lui, attends, si à 901 il débarque de la chose, ben, il ne sera même pas choqué. Parce que si tu débarques parce que tu n'es pas prêt à payer un prix, tu n'es pas choquant envers personne. C'est juste toi qui n'étais pas prêt à payer ce prix-là. Tandis que si tu es prêt à payer 5 000 puis tu n'y as pas accès parce qu'il y avait une file d'attente puis des règlements qui t'empêchaient de l'avoir, tu es frustré noir. oui, mais attends, on va rajouter un détail pour les auditeurs. La revente au Québec, elle n'est permise que si elle est autorisée par le producteur. Ouais, c'est eux autres qui Euh, revendent, en fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que quand tu dis tu peux racheter des billets, c'est pas un marché secondaire tel qu'on l'entend quand tu penses à la bourse. Je veux dire, En fait, c'est quand comment tu on s'est vends. fait fourrer? Attends. Quand toi, tu vends un bon du Trésor, là, tu ne revends pas avec la permission du ministère des Ben non, Finances au Québec. C'est tu le vends à une deuxième personne c'est ça. le ministère, il n'y a rien à dire là-dedans. Même chose Une quand tu action de vends McDonald's, c'est une action de pareil. McDonald's. McDonald's n'a rien à dire là-dedans. Ici, ce qu'on a, c'est un marché comme semi-secondaire où tu as le droit de revendre, mais seulement via l'émetteur Ouais. initial. Mais ça n'existe pas pour vrai, il faut se le dire. Là. Il y a plein de monde qui vendent des billets de Ah oui. costins sur Marketplace. Il ne faut pas croire que ce truc-là est respecté. Là. Non, non. Il y en a de la Totalement revente à illégal. grandeur. Là. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est le problème. Hey, ce C'est qui là n'est ce que qui est je. pas, ce qui est pas permis, c'est StubHub. StubHub, qui était Exactement. spécialisé dans ça, n'a pas Alors, accès au Québec parce que ce qu'ils vont faire à la place au Québec, ben, ça a été vendu par le centre Vidéotron, mais c'est le centre Vidéotron qui va gérer la revente par après. En fait, Ben, toute cette avec StubHub, ça histoire-là, existe au Québec. Là. Moi, j'ai acheté des billets là-dessus. StubHub, OK, bon, tant mieux. Mais sincèrement, moi, j'ai vraiment l'impression là, que ça a été monté en épingle par les médias, cette histoire-là au Québec. Et ça l'a servi à profiter aux promoteurs qui ont été chercher une deuxième ronde de profit dans cette histoire-là. Alors que dans le passé, quand c'était un marché libre de revente, le profit était distribué à d'autres personnes que le promoteur, Ouais. éventuellement. Ben, je pense que ce qui choque beaucoup de monde, c'est que maintenant, tu as la technologie rend des affaires. Tu sais, avant, là, un scalper, là, puis des gens, il fallait que tu sois motivé pareil. Il fallait Ah que tu oui. sois en attente au téléphone avec la madame de l'aréna. Puis là, oui, je vais prendre 3. Ouais, c'est juste 4, monsieur. Puis là, il y a 50 personnes qui appellent en même temps si tu vas avoir un réseau. Puis tu as toute une affaire qui est extrêmement complexe. De nos jours, c'est différent parce que tu as des genres de systèmes informatisés avec des noms virtuels qui font comme frauder ces systèmes-là, dans le fond. Là, ouais. où là, tu arrives dans un aréna, il y a un concert de Taylor Swift, puis il y a un système automatisé qui a réussi à acheter 6 000 billets sur Ouais. les 12 000. Puis là, tout le monde arrive pour en acheter, il n'en reste plus. Tu comprends que ça, c'est un autre game que le gars avec un hoodie un peu crasseux sur le bord du Ouais, Colisée, mais, qui C'est la écoute, même game. j'ai 3 billets des Nordiques. Ben non, mais je vous dis, c'est pas la même game aux yeux du public. Oh, oui, non, c'est ça. ça, c'est vrai qu'aux yeux du public, c'est différent. Mais là, il faut encore rajouter un détail, parce que c'est comme la loi au Québec, c'est généralement comme ça qu'ils te font avoir. Ils vont toujours dire, puis ça, Frank, t'es habitué, toi, t'as toujours l'espèce de style ligne-là qui te sortent. Oui, mais c'est pas interdit, mais il y a comme une sorte de nuance légale qui apparaît, puis t'es comme, ben, pratiquement, c'est interdit. Ah ouais, c'est Fait ça. que t'as pas le droit de revendre. Fait que StubHub, ce qui se passe, c'est que tu peux pas revendre, tu peux revendre ton billet, tu peux le revendre à perte. Tu as le droit de revendre ton billet sur StubHub à perte, mais tu n'as pas le droit de le revendre à profit. OK. Donc, il faut que tu prennes le prix, à moins que tu aies la permission du producteur. Fait que c'est juste des spectacles moins populaires qui vont être sur StubHub et non pas quelqu'un qui a pogné quelque chose qui a Ex- pogné beaucoup. Ben, ex- ils doivent avoir l'autorisation souvent, parce que pour vrai, ouais, mais là, il y en a plein. ça peut aller au cas Il y par en a cas, plein. là. Mais il y a une raison pourquoi, dans certains cas, tu voudrais permettre la revente avec un prix un petit peu plus élevé. C'est parce que justement, les producteurs comprennent que s'ils ne le font pas, il y a moins de sièges qui se remplissent. Si tu ne le permets pas à un certain degré, eux comprennent, en fait, c'est ça l'espèce de paradoxe, c'est que, puis Yann a mis le doigt dessus, tout le monde aime ça prétendre qu'ils n'aiment pas les scalpers. Mais sais-tu qui prétend le plus? Le promoteur. Le promoteur. Lui, il va dire, je Lui, il les aime pas, je les aime pas. Puis Non, en il les aime. réalité, il est là. Calisse que je suis content qu'il soit là parce qu'ils remplissent les sièges. Parce que dans Ouais, l'exemple puis de moi, ça pourrait être... Ça pourrait être ils prennent aussi le heat d'avoir des prix élevés. oui, puis ben, regarde, pense juste comme ça. Moi, comme je Moi, te je disais pense que c'est l'exemple, plus ça, en fait, Vincent, parce que le bout de remplir les sièges, il n'y a personne qui est contre ça d'acheter un siège moins cher parce que l'événement était moins populaire que prévu. Tu sais, ça, c'est le côté très, 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 très utile de la revente. Là, tu sais, d'être capable de baisser rapidement le prix, trouver un acheteur pour te débarrasser d'un billet que tu n'as pas le goût d'utiliser. OK? exactement. Ça, c'est tout le volet qui est comme angélique de la revente des billets. Ça, c'est la vraie utilité de ça, c'est ça.
Mais le bout evil, un peu, là, celui qu'il y a un méchant qui prend le profit, ben, le promoteur, il n'a pas le goût d'être le evil. Il fait prendre ce rôle-là par quelqu'un d'autre et ça fait son affaire. Oui, effectivement. Puis, mais tu sais, je vais rajouter un truc sur le AI. Les gens, ils aiment ça sortir l'exemple que Frank a donné tantôt. Puis après ça, je vais aller avec un cas empirique d'une libéralisation qu'il y a eu pour voir, tu sais, pour montrer que les gens capotent pour rien. Pourquoi le cas théorique que je suis en train de dire, puis que je vais dire dans une seconde, fonctionne absolument bien. C'est que si, mettons, tu achètes effectivement 6 000 des 12 000 billets de Taylor Swift, puis disons que Taylor Swift, demain matin, là, elle fait un mini scandale. Tu prends un risque, là. Le gars, il prend un risque gigantesque avec ça, puis il peut le perdre. Et Fait le que risque est moins élevé que dans le sport. Là. C'est pas par rapport. Tu sais, mettons, dans le sport, je comprends les arguments que vous donniez tantôt. Tu peux avoir plein de blessés, l'équipe peut avoir une saison de cul. Tu peux te ramasser un moment donné que finalement, ça perd beaucoup d'attrait. Les concerts de musique, là, tu sais, le seul risque que tu as, c'est que finalement la personne soit malade et le concert soit annulé, ce qui arrive quand même Et rarement. même quand Dave Grohl s'était blessé, il a réussi à faire un show pas pire. C'est ça, là. Ça arrive pas d'un concert que tu as payé pour aller voir Taylor Swift. Finalement, c'est genre une fille qui l'imite qui va être là parce que. Tu sais, ça, tu ben, comprends, c'est ce qui serait l'équivalent d'une équipe de hockey que finalement, au lieu d'avoir Alexander Ovechkin, ils ont mis un gars de Ligue américaine par rapport dans le line-up. oui, ben, justement, c'est là qu'il y a d'autres affaires qui rentrent en jeu. Souvent, les artistes eux-mêmes font des ententes avec le promoteur pour dire le degré de revente qui est permis pour justement pas irriter le fanbase. Fait que souvent, l'artiste aussi, on oublie qu'il agit comme un, un, un Lui qui a un régulateur. liste prioritaire pour son fan club, je veux dire, c'est un système de revente d'une certaine façon. Exactement. Mais tu sais, quand les gens disent Ah, si tu avais. OK, allons-y avec la caricature. C'est que si les gens disent si tu n'avais pas de réglementation, tu aurais ce que Frank a décrit et que de la merde. Mais non, pas nécessairement. Tu peux avoir. En fait, pas nécessairement. Tu vas avoir une réglementation qui se fait avec trois parties, en fait. Le consommateur qui peut aller vers d'autres choses si tu mets le prix trop élevé. Et aussi et que tu ne revendes pas ton volume nécessairement à la bonne quantité. Mais il y a deux choses aussi. L'artiste, initialement, s'il est conscient qu'il y a de la revente, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va dire, il va augmenter les prix parce qu'il sait qu'il peut s'en permettre plus. Donc, le profit que le revendeur peut faire est plus bas. Mais aussi, il va faire une entente souvent avec le promoteur pour dire qu'il y a des billets qui ne sont pas assujettis à de la revente. Donc, ça, c'est des billets, par exemple, pour les fans, le fan core. Que lui ne pourra pas revendre ses billets, qui peut juste faire de transiger à une autre personne ou à un ami, mais il faut que tu le donnes. Donc, il y a des choses comme ça. Et l'artiste aussi agit comme un régulateur. Donc, le niveau du problème sans intervention de l'État est absolument petit. Puis la raison que je dis que c'est. Oui, exactement. Merci. Merci. Il faut amener le Jello Sotri à tous les points. Mais l'exemple empirique, il y a un cas que moi, j'aime beaucoup. Tu as, un article où ce que le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé les épisodes de libéralisation dans plusieurs États. Donc, Minnesota, Missouri, New York, Pennsylvanie avaient des plafonds de prix, un peu comme le Québec maintenant, dans la marge dans laquelle tu peux revendre. Tu avais des interdictions sur si tu pouvais revendre les. C'est sûr que ça crée une frustration, un plafond de prix. Ben exactement, mais quand ils l'ont enlevé, parce que ces quatre États-là ont enlevé ces OK. restrictions-là en 2006 et 2007, ce qui fait une expérience un peu naturelle que tu peux voir que Fait qu'eux autres, ils l'ont enlevé avant qu'on ait notre idée géniale de faire ce qu'eux autres avaient décidé que c'était pas si bon que ça. Exactement. Le nombre de sièges vides dans les événements sportifs. Donc, et là, ils utilisent pour le hockey et les données de la NFL, parce que c'est ceux qui ont le plus. Le nombre de sièges vides a baissé de 36 à 44 Donc, La journée que la revente a été permise. exactement. Il n'y a pas des frais. Il y a des effets positifs sur les sièges de haute qualité. Donc, les prix pour les sièges de haute qualité augmentent. Donc, Ça, oui, c'est bon pour le promoteur. ça, c'est bon pour le promoteur. Mais par contre, pour les sièges inférieurs, donc les gens qui sont comme dans le nosebleed, par exemple, il n'y a pas d'effet sur les prix. Ces billets-là ne sont pas particulièrement. Mais tu as plus d'amis pour regarder le match parce qu'il y a moins de sièges vides. Exactement. Et ce que tu vois, donc, c'est que. Comment tu as appelé ça, les billets cheap, le nosebleed? C'est la première fois que je l'entends.
me semble que c'est pas. T'as les bleachers, mais le nosebleed, c'est que t'es en haut, en haut, en En haut. haut des bleachers. Ok. Oh, ouais, t'es genre. C'est. Dans Écoute, le pit. je sais pas si c'est moi qui l'ai pris si c'est moi qui fais une mauvaise traduction, parce que vous connaissez mes connaissances sportives sont à peu près aussi grosses que ma santé, que mes performances athlétiques. Ouais, on s'était dit qu'on allait aller voir une game des Orioles, puis tu m'as choqué cet été. Ben, je t'ai pas choqué. Je l'avais oublié. J'avais oublié. Choqué, c'est que ça me tentait pas. Oublié, c'est parce que je t'ai confirmé une conférence en même temps que je te parlais à toi. La prochaine fois, j'ai écrit à Alexandra direct. Pour vrai, oui, effectivement, tu devrais faire ça. C'est généralement la meilleure manière de gérer mon horaire. Faites juste mettre vos deux femmes en contact. Je pense que ça va être bien moins compliqué. Ben, je dirais, avant qu'on aille Right. plus loin dans le sujet, je suis pas sûr que c'est une bonne idée pour moi et Yann que nos conjointes puissent faire de la collusion. Hey, Gélo Autry, c'est-tu un cas que ça arrête au premier? Genre, est-ce qu'il y a un problème? Non, merci. Terminé. Exactement. Moi, je suis de cette école-là. Là. Oui, ben, Toi, Frank, t'es où dans ce sujet-là? Toi, t'as l'air ambivalent un peu. Parce que j'étais muté, parce que ceux qui sont en audio ne le savent pas, mais ceux qui sont en vidéo, j'ai pas rien mangé depuis un matin, fait que je mangeais en même temps. Mais, ben, je suis ambivalent sur une chose, c'est que je sais que pour le sport, je sais pas comment, là, mais je sais pas comment ça fonctionne, là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui tiennent à ce qu'il y ait toujours une partie de leur billet qui soit relativement abordable et qui charge plus cher pour ceux qui sont capables de, tu sais, ceux qui veulent payer 1000 pièces pour être sur le parterre dans un concert, qu'ils payent. Mais tu sais, ils servent de ça pour faire en sorte que tu aies encore des billets de show à 70 pièces, 80 pièces, tu sais, en haut dans les estrades, pour que du monde, finalement, qui n'ait pas de gros moyens, mais qui sont fans du groupe, puissent venir voir. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça les fait chier. Les promoteurs, je ne le sais pas. Eux autres, peut-être, comme tu dis, ça fait leur affaire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, ça les fait chier de savoir qu'ils font ça, puis que ces billets-là sont achetés, puis que c'est revendu à du monde 300-400 pièces. Fait que ce bout-là, je le comprends. Je ne veux pas enlever le droit au monde de vendre leurs billets, mais je trouve ça poche de savoir que tu as des artistes qui font des efforts pour dire ben, je veux que tout le monde puisse venir voir mes concerts. Puis, tu sais, il y a du monde qui achète ces billets-là puis qui revendent à du monde. Ben, ça serait mieux dans que ça. Garde-toi 200 gratuities puis donne-les. Là, je veux dire, tu vas mieux arriver à tes fins si tu veux faire ça vraiment. Là. Ouais, tout ce que tu veux dire, c'est, mettons, genre, tu peux t'inscrire à un fan club, puis ils font tirer parmi ceux qui s'inscrivent, genre 200 billets gratuits, mettons. Ouais, des vrais fans, là, puis tout. Là. Entre autres. Mais tu vois, c'est là que c'est. Quand tu disais le Jello Tree, est-ce que c'est vraiment un problème? Disons qu'on dit qu'il y a une partie. Je pense pas. Mettons qu'on dit qu'il y a une partie problème, puis que toi puis moi, on dit non, mais Frank, il dit peut-être. Fait que, mettons, c'est quoi la prochaine réponse? Est-ce que le privé a une capacité de solutionner le problème? C'est là que je pense que oui, parce que dans le framework que Frank il met de l'avant, c'est que le consommateur est irrité immensément par le fait que tu as des gens qui se précipitent pour acheter une grande quantité en espérant faire l'activité spéculative à perte ou à profit, mais ils essayent. Donc, ils sont juste irrités quand c'est à profit. À perte, ils ne sont pas irrités pendant tout. Là. Non, mais mettons qu'on garde juste la partie à profit. Je peux te donner un exemple concret parce que ça va être peut-être plus facile d'illustrer ton point. J'écoutais mener le podcast de Mike Ward. Puis il disait moi, je les vends pas cher, les billets, pour venir assister au podcast parce que je veux pas que ça mette de la pression aux gens qui sont là de livrer quelque chose d'extraordinaire, puis qu'après, le monde soit comme là, Chris, j'ai payé 200$ d'une récite, c'était poche, ce podcast-là, puis tout. Fait qu'il dit, puis en même temps, je veux permettre aux gens de pouvoir y assister. Mais il préfère gérer une liste d'attente que de gérer de la frustration. En fait, il dit c'est ça, premier arrivé, premier servi, puis that's it. Sauf que maintenant, il disait avant un des podcasts, puis là, ça répond un peu à ta question, genre, est-ce qu'il y a des solutions privées à ça? Dans son cas, oui. Parce que Mané il disait, ben, ceux qui font ça, on va les barrer de la liste d'achat quand on se rend compte qu'ils le font. Parce qu'il disait, tu sais, des fois, là, on a des invités que, mettons, c'est un invité super connu, on va dire Yvon Deschamps, mettons. Puis là, ben, je me rends compte que des billets que j'ai vendus 10$, il y en a qui les vendent sur Facebook 300$. Là, je suis comme, tu sais, je veux pas que les billets se vendent 300$ pour venir voir un show d'humour, un podcast d'humour d'un bar à Montréal. Ça vaut ça?
Ben, tu vois, c'est là que la partie régulation privée peut émerger. L'artiste aussi est un régulateur dans le sens économique. Là, Ben, c'est ça, moi je pense qu'il a parce le que droit de dire que si Chris, tu revends ces billets-là, je voulais pas que tu le fasses, je te barre de la liste. non, C'est mais son toi, ce que droit de tu faire penses, ça. Ben toi, ce oui, que c'est tu son penses, droit c'est que certain. toi, tu penses à un mécanisme correctif. Moi, je pense à un mécanisme préemptif. Les artistes qui font ces choses-là, ils savent qu'ils doivent aussi garder une base motivée. Donc, c'est pour ça que tu as souvent des tiers. Puis tu le vois dans le football notamment, que tu as des catégories de billets différents avec des différents types de possibilités de revente. Les Pourquoi est-ce que tiers que tu. des tiers, exactement? Pourquoi est-ce que les artistes ou les équipes de sport permettent ça? C'est parce qu'ils savent que ce que tu veux, c'est faire en sorte de ne pas irriter le fanbase qui n'aime Ben, pas notre ça. Patreon est construit comme ça. Ben, exactement. Fait ce que tu fais, c'est Sauf que que tu notre crées des Patreon n'a catégories. pas de limite. Tu sais, dans le fond, c'est l'avantage d'être sur le web, c'est qu'on n'a pas de limite physique. L'affaire, c'est si on pouvait juste avoir 1000 membres VIP. On ne pourrait pas en avoir plus. Là. OK? C'est impossible. Patreon ne le permet pas. Je ne sais pas pourquoi ce serait de même, mais c'est comme ça. On ne peut pas en avoir plus que 1000. Ben, qu'est-ce qui arriverait normalement dans un marché libre? C'est que les 1000 places VIP, mais on laisserait fluctuer de prix pour satisfaire les gens. Fait que là, le prix se mettrait à monter. Plus que Exactement. le show est bon, plus que le prix monterait. Mais éventuellement, là, il y aurait des gens qui seraient frustrés parce que ouais, mais je veux être VIP. Ouais, OK, ça coûte. On est rendu à 17,85 par mois. Ouais, mais là, moi, je trouve ça cher, 17,85. Ben, c'est correct, mais prends l'autre abonnement à 6 pièces. Ouais, mais je veux être VIP. Mais c'est 17,85. Puis Ouais, mais là, tu vois, le show continue à monter en popularité. Puis là, on est rendu à 50$ pour le VIP. Mais je suis limité à 1000$. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux rien faire contre ça. J'ai 1000 places. mais tu That's vois, it. That's all. mais c'est là que, justement, quand tu regardes, les artistes négocient agressivement avec les promoteurs d'événements. Pourquoi? Parce qu'ils mettent dans les contrats des clauses comme ça qui font en sorte que. Parce que tu as trois parties là-dedans quand tu as le scalper qui est là. Tu as le revendeur qui permet au promoteur de maximiser le nombre de places et tu as l'artiste qui veut s'assurer de maximiser son fanbase. Fait que tu as comme plusieurs contraintes que tu essaies de Exactement. jongler en même temps. Exactement. L'artiste lui-même est un régulateur. Donc, les Oui. gens qui disent que ah, ben là, c'est pas bien la revente de biens. Non, c'est excellent parce que la réglementation, l'aspect que tu pourrais juger problématique si, mettons, tu es dans la position plus mitoyenne de Frank, c'est que le privé fournit ça. C'est l'artiste lui-même qui est un régulateur. Il peut dire non, écoute, Taylor Swift, si elle va à un centre, là, elle peut dire il y a un certain. Puis elle le fait. Adele aussi fait ça. D'ailleurs, j'ai été à un concert d'Adele, donc je l'ai dit en ondes, mais moi, je suis un grand fan de Adele. C'est comme une des rares choses que je vais aller voir des trucs. C'est ton Puis, petit côté British. c'est mon côté Joey, on était à 41-22. C'est ça. Il y a Ben, une clip mais à faire ici là, L'affaire ici, sinon, là. sur il y a la aussi, virilité de Oh oui, Vincent. ça s'en va dans non, la console direct, man. oui, mais il y a aussi Penn and Teller que j'aime beaucoup. Et C'est top, hein? Penn and Teller sont incroyables à Vegas. Là, chaque année que je vais à Vegas, je vais voir un de leurs shows si j'ai le temps, puis s'il y en a un pendant les dates qui coïncident. Ils sont incroyables. C'est quand même les deux meilleurs magiciens de l'histoire. Mais dans ces cas-là, je le sais que les deux que je mentionne, ils ont des contrats qu'ils négocient avec les stands. Pourquoi, par exemple, quand tu as des shows de. Premièrement, ceux qui ont des shows permanents, notamment à Vegas, ils ont tous des contrats qui font des 700, 500 pages avec énormément de détails sur justement la gestion de Ben, quel type de billet, quel type que va être. un exemple que tu donnes de ça, là, Vincent, qui est très, très, très évident quand tu y penses. Tu as plusieurs groupes qui demandent à avoir une section qui est absolument réservée à des fans que tu sais qui vont être au concert. Pourquoi? Parce que, mettons que tu fais une captation vidéo de ton concert. Là. Est-ce que tu veux que les 3-4 premières rangées soient Des vides? hosties de parvenus qui viennent pas parce que Oui, ça y est. ouais, exact. En gros, c'est tous des billets qui ont été achetés par Desjardins, puis des Grant Thornton, puis tout ça pour donner dans des cadeaux, puis des affaires à des employés. Puis finalement, Ils viennent pas. le spectacle est capté, puis Chris, les 10 premières rangées du parterre sont vides, ou tu veux qu'il y ait des fans dedans? Parce que c'est ça qui est visuellement important, c'est de voir des fans. Tu sais quoi, il est important? Hey, au baseball, là, ce qui est visuellement important, c'est la petite section en arrière du marbre. La dernière game des Blue Jays, man, match numéro 2, Chris, que c'était drôle. T'avais Georges Saint-Pierre. En avant de lui, t'avais le colonel Sanders. Pour vrai, là. Le gars ressemblait au colonel Sanders et il était OK. habillé
pareil. Mangeais-tu du poulet? Chris, man, toute la game, si je fixais le Colonel Sanders en arrière, c'était drôle. T'as un autre gars, il a été là au match 1 puis au match 2. Asti, il a les bras ça de gros, mon gars, là, puis il est tout le temps en train de flexer, puis... Lui, il paye un billet genre à 5-6 000 $ pour se montrer les pipes à la TV. Puis t'as un autre gars, le gars, ça, c'est un gars qui est plus connu encore, Marlins Guy, OK? De Marlins Guy. Le gars, il a toujours un gilet des Marlins orange. Puis il s'en va dans des gros Christy d'événements comme ça. Il va au Super Bowl, au World Series, ainsi de suite. Puis il essaie toujours de se faire voir avec son esti de gilet des Marlins. Il est rendu avec un following sur Internet, ce gars-là. Ben, au match numéro 1 des Blue Jays, il était là. Puis les gens l'ont spoté puis tout. Mais pour vrai, le Colonel Sanders m'a réellement fait rire. Mais juste, l'idée générale de tout ça, c'est que j'ai l'impression, autant l'artiste que le promoteur, que le gouvernement dans cette situation-là, quand on légifère, on essaie de régler un problème qui ne se règle pas dans le sens suivant. Dans la vie, là, si tu veux quelque chose, tu peux l'acheter avec du temps ou de l'argent. Dans cette situation-ci, comme le nombre de places est fini, tu as toujours quelqu'un de déçu parce que tu as 1 million de personnes qui veut avoir une des 50 000 places. Fait que tu es dans une situation qu'il y a quelqu'un qui va être déçu parce que le billet est trop cher à cause des revendeurs, ou tu as quelqu'un qui va être déçu parce que lui, money is no object, man. Je peux payer 5 000 $ mon billet demain matin, mais Christy, j'ai fait la file d'attente puis j'ai pas été capable d'en avoir un. Veux-tu 10 000? Lève-là. Veux-tu 15 000? Lève-là. Je veux être là. Je t'habille en Colin Sanders puis je veux que le monde me voie à TV. Je suis prêt à donner 15 000 pour ça. Bien, si tu arrives puis tu interdis ça, t'es fourré. Il y a quelqu'un qui est déçu. Mais il y a toujours quelqu'un de déçu. Parce qu'il y a quelqu'un qui était prêt à mettre 600 $, ça coûtait 1500, il est déçu. Il y a quelqu'un qui était prêt à mettre 15 000 s'il fallait, mais il ne peut pas parce qu'il y avait une file d'attente. Il y a toujours quelqu'un de déçu parce que tout le monde veut y aller. La seule chose que tu peux accepter, c'est de dire, ben, éventuellement, si tu voulais y aller, et tu n'étais pas prêt à le payer en temps ou en argent, ben, il y a quelqu'un qui voulait juste plus y aller que toi, mon ami. Ben, je pense que c'est mieux qu'on le dise comme ça. Quand tu restreins le marché pour la revente, là, c'est qui doit payer le plus possible? C'est l'organisateur. OK? Donc, dans un marché libre, ça va être divisé. La gestion du risque va être gérée entre le consommateur, le revendeur, l'artiste et le producteur de l'événement. Tandis que dans un marché restreint, le seul qui porte le risque, c'est l'organisateur de l'événement. Oui. Parce que lui, s'il ne le remplit pas, il perd de l'argent. S'il fixe le prix trop élevé, il y a des pertes. S'il le fixe trop bas, il n'y a pas assez de clients. Bien, dans un cas comme ça, ce qui se passe, c'est que si tu mets tout le risque sur l'organisateur, tu auras moins d'événements, point barre. C'est ça qui va se passer. Les gens ne comprennent pas cet aspect-là. La politique actuelle ne règle pas du tout le problème fondamental. En fait, elle empire le problème en réduisant l'offre d'événements parce qu'elle augmente les coûts pour les producteurs. Donc, tu ne devrais pas réglementer. La meilleure chose que tu devrais faire, c'est laisser un marché complètement libre de la revente et laisser les artistes, les producteurs s'arranger sur la liste des billets. Puis là, on va rire de moi encore. Mais tu as une raison pourquoi, si tu vas sur le site de plusieurs artistes, notamment sur Adele, j'ai été voir, il y a une section Sign Up où est-ce que tu rentres des détails personnels. Puis si jamais elle a un show dans ta région, tu vas recevoir l'information de un, mais probablement aussi tu es mis sur une liste avec des détails où est-ce que tu vas pouvoir être pigé. Mais aussi, si tu es un fan qui est assez hot pour t'inscrire depuis 10 ans au truc de Adele, puis en plus, tu achètes des trucs sur son site web, ben, tu finis par être dans la liste, tu t'es identifié comme un consommateur et un fan loyal. Ben, dans ce cas-là, l'artiste, lui, se sert de ça comme un outil de réglementation pour faire en sorte que moi, le fan die-hard, pas le fan qui est comme j'ai juste envie d'essayer, le fan die-hard peut y aller. Donc, cette réglementation-là existe via le marché, justement. Et si tu le fais via ce que l'État est en train de faire, tu te retrouves avec moins d'événements en général, puis surtout des événements qui sont safe. Tu vas juste avoir des Adele ou juste voyons, des Taylor Swift, mais tu n'auras pas quelqu'un qui va prendre un risque sur un nouveau groupe moins connu. L'histoire de Kiss, Frank peut en parler. Kiss, leur premier show, leurs albums n'étaient pas bons jusqu'à ce qu'ils fassent le record du premier live, puis ça avait super. C'était-tu Kiss ou c'était un autre groupe? Il y en avait un que ça n'avait pas marché quand ils faisaient leurs albums en studio, mais quand la crowd était là, les gens tripaient, puis l'album avec le record du live avait comme pogné solide. Je pense que je suis en train de mélanger deux groupes, là, mais... Ouais, je pense que ça, c'est Deep Purple, en fait.
OK. Mais je pense, Donc, ils ont j'ai fait comme le le. premier live qui a vraiment pogné, là, genre 73 ou quelque chose de même. Là. Ouais, je Peut-être pense que je plus suis en train. aussi, là, là, je replace pas, là, mais oui, mais Mais tu comme sais, tu es mélomane, je me disais que tu le savais. Là. non, mais je replace pas là, l'anecdote, mais Mais tu sais, tu le sais, promoteur. mais le point, il revient tout le temps un peu au même point. C'est est-ce qu'il y a un problème? Là, on peut discuter oui ou non. Moi, je pense la raison pour laquelle je pense qu'il y a un problème, c'est que il y a beaucoup de gens frustrés par ça. Donc, c'est un problème de ça. Autant les artistes que les consommateurs. Il y a des gens qui sont frustrés. Bon, parce qu'ils veulent que ces événements-là restent abordables. Puis que dans leur tête, quelqu'un qui achète un billet 70$ pour leur vendre 300, ben, il est en train de crosser quelqu'un. On peut être d'accord ou pas avec cette vision-là. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un problème, mais après, je ne veux pas que le gouvernement fasse des lois pour ça, parce que, anyway, ça va se faire underground, anyway, ça va se faire dans la rue, anyway, ça va se faire par des moyens détournés, ce qui est le cas au Québec. Vous disiez au début, ah, au Québec, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, mais ça se fait tout pareil. Ouais, c'est Fait que sûr que si tu as fait une que moi, seule. je suis comme, OK, règlement tant que vous voulez, mais j'ai l'impression que ces règlements-là, en fait, ils créent plus des genres d'incitatifs pervers à détourner le système ou à utiliser des espèces de trucs avec des faux noms. Puis, tu sais, c'est un peu, en fait, pour moi, ça fait beaucoup penser au concept de est-ce qu'on trouve que c'est bien ou pas quelqu'un qui cotise 25 000 à un parti politique? Tu peux avoir une opinion là-dessus, tu peux penser que c'est bien ou c'est mal. Après, si tu l'interdis, ben, il y a quelqu'un quelque part qui se dit ah, mais moi, j'ai pensé un stratagème, j'utilise plein de gens, puis je vais donner mon 25 000 pareil, d'une manière ou d'une autre. Ah, on va trouver une manière d'empêcher ça aussi. OK, parfait. Ben, moi, je veux aider ce parti-là avec mon argent. Je vais engager des gens qui vont être des trolls pour ce parti-là, puis je vais les payer, puis tu n'auras jamais la preuve de ça. Tu sais, c'est ça mon point un peu, Non, c'est mais que non, je suis d'accord. c'est que je me dis, je pense que c'est comme mettre tes deux mains dans l'eau et essayer d'arrêter la rivière. Là. Il n'y a comme rien à faire pour ça. Après, si des promoteurs ou des salles de spectacle veulent, eux, mettre des backstops à ça avec les moyens qui sont les leurs, puis ils sont capables de le faire, ben, moi, je pense que c'est leur droit. Là. Je veux Oui, dire, oui, demain matin, si Yann et moi, on organise un événement avec Vincent, puis on dit ah, Vincent est au Québec, puis on veut que les billets soient pour des fans du podcast, puis tout ça, puis qu'on apprend qu'il y a quelqu'un qui a vendu un billet 300$ à Olivier Niquette pour être dans la salle pour venir nous écœurer, ben, je vais être un peu en crise, tu sais. Je vais dire pourquoi t'as fait ça, tu sais. Fait Ben, que, premièrement, moi, je serais content parce que ça voudrait dire qu'il y a un fan qui aurait récupéré un peu de l'argent des subventions ouais, qu'il c'est paye ça, il y a chaque plus de année. même. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme une sorte de redistribution. Ambivalence, ouais, c'est C'est ça. comme c'est rare que je vois des redistributions positives comme ça, mais ça, c'en est clairement une. C'est-à-dire, c'est littéralement presque Robin des Bois dans ce Ouais, c'est cas-là. ça. Mais joke aside. Oui, non, mais je comprends le point. Mais c'est justement là que je dis que dans la deuxième partie du Joel Soltris, est-ce que le privé a des solutions? Ben Ça. oui, le privé, il y en a. Ça peut être que, justement, Mike Ward qui dit les billets sont pas revendables, puis qui conçoit un système qui est first come, first serve, puis tu peux pas en acheter plus que 3 en même temps, disons, ou quelque chose comme ça. Puis il faut que tu les achètes en personne, ou peu importe le mécanisme que tu conçois pour limiter le Ben, je problème. pense que je C'est pense parce que qu'eux tu. autres, ce qu'ils faisaient, c'était en gros, tu sais, si on s'aperçoit que tu achètes 3-4 billets à toutes les semaines, mais que tu viens jamais, Ben, tu vois, ben ben ça, là, mais ça, on sait que tu les achètes pour les revendre au monde, là, tu sais. ben, tu vois, ça, c'est le point que moi je fais, c'est que tu peux avoir cette réglementation-là qui émerge de manière purement euh, privée, puis c'est une gestion de risque par l'artiste qui partage les risques maintenant avec le producteur, pas juste le producteur tout seul qui doit les gérer en essayant de fixer le bon prix, négocier avec l'artiste le bon prix. Puis tu sais, l'artiste, lui, il y a un problème en économie qui s'appelle le problème du publisher versus l'auteur. L'auteur, lui, comme il a 10% des ventes, il veut maximiser les ventes le plus possible. Il va avoir le plus de copies qui s'écoulent. Mais l'éditeur, lui, ne veut pas ça. L'éditeur veut vendre toujours moins de copies que l'auteur veut vendre parce que c'est lui qui est le seul vendeur du livre, puis c'est lui qui paye les coûts de production. Donc, c'est pour ça que souvent, les éditeurs ne mettent pas autant d'efforts que l'auteur veut mettre dans le livre. Ben, c'est la même chose pour le producteur et l'artiste ici. L'artiste va toujours vouloir avoir le, prix le plus bas possible qui maximise les ventes. Mais c'est parce que lui, Chris, il n'y a aucun autre coût de production.
Son seul coût de production, c'est la création artistique. Le concessionnaire, le producteur, excuse-moi, j'arrête pas de faire le typo, mais c'est lui qui paye le stade, c'est lui qui paye les taxes foncières, c'est lui qui paye C'est ça. le staff, la sécurité. Il y a un paquet d'affaires à gérer. Tu, tu vas toujours avoir ce problème-là. Laisse-les le gérer entre eux. Ils sont bien capables de le gérer. T'as d'autres L'exemple de la artistes que. libéralisation que j'ai mentionné aux States, je pense qu'il montre clairement que, tu sais, si ce que tu as, c'est que les stades sont plus remplis, les prix pour les billets les moins chers, donc les catégories inférieures de billets, n'ont pas changé, bien, ça veut dire au final que tout ce que tu as, c'est que des bénéfices de la libéralisation. Tu n'as pas de coût là, dans ce cas-là. Tu as des gens qui avaient des billets de haute qualité, puis que leur temps valait beaucoup d'argent, puis ils ont juste j'ai pas le temps de leur vendre, j'ai pas le temps de me faire chier, j'ai pas le temps d'aller chercher un dude à Montréal pour y vendre mon billet parce que, disons, j'ai une job à temps plein puis j'ai pas envie de faire ça. Mais maintenant, grâce à une revente en ligne, je peux juste mettre mon billet en encan. Il y a un système automatisé qui le fait pour moi, qui redistribue mon billet vers celui qui veut le plus avoir mon billet. Parfait, content, j'ai géré mon problème. Mon billet, c'est pas un billet mort. Exact. C'est mieux ça que la réglementation que le Québec fait depuis Je 2010. sais il y a un artiste ce matin, je ne me souviens plus c'est lequel, mais un musicien que je suivais. Eux, le band, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient décidé maintenant de sortir un genre d'édition limitée d'un album, là, genre format physique. Là. Puis c'était comme limité, on va dire, à 1500 copies. Puis ils se sont aperçus qu'il y avait un truc de. Ben, c'est pas du scalper, mais c'était un peu le même principe. C'était genre un groupe qui a décidé qu'il achetait, genre, qui essayait d'acheter comme les 1500 pour les revendre aux hardcore fans crissement plus cher que le prix demandé. Puis quand ils s'en sont rendus compte, ils ont juste annoncé après qu'ils allaient le sortir en édition non limitée normale. Puis que finalement, c'était plus une édition limitée. Fait que là, il y a comme du monde qui ont acheté un truc cher en se disant qu'il allait faire une passe de cash avec ça. Puis finalement, l'artiste a dit ben, vous n'êtes pas capable de respecter, dans le fond, les fans, ce qu'on voulait faire avec les fans. Fait qu'on fait juste le ressortir en édition non limitée pour tout le Ouais. monde. Fait que là, tu sais, la personne qui s'est essayée en se disant que je vais faire un esti de passe de cash avec ça, elle s'est ramassée à acheter un produit assez cher qui maintenant vaut pratiquement plus rien parce que il va en avoir un nombre infini sur le marché. Oui, puis des fois, écoute, le producteur est capable de mettre lui-même ses propres limites pour gérer le problème que toi, tu viens de mentionner. Je sais pas pourquoi, en disant ça, tu m'as rappelé l'histoire de la madame qui essayait d'acheter des iPhones le jour du lancement des iPhones. Puis elle avait comme essayé de passer dans la ligne, puis elle avait payé comme 5000$ pour être la première en ligne, en se disant, je vais en acheter un paquet, puis je vais les revendre plus cher à d'autres personnes. Puis les gens d'Apple lui disent, madame, vous pouvez juste en acheter 3. C'est ça. Fait que, tu sais, OK, fine. Elle a perdu de l'argent et elle est en tabarnak. Mais au final, ça fait partie un peu de la stratégie de Apple dans ce cas-là, de faire en sorte que les gens qui ont entendu, qui veulent le produit, ça fait partie de la stratégie de hype. Tu veux justement que le hype fonctionne, bien, ils ont une incitation à faire ça. L'idée ici que le marché produit sa propre réglementation, bien voilà un exemple. Le marché peut se réguler tout seul. Tu n'as pas Oui, puis besoin de la solution. c'est ça. Puis c'est pas vrai que les entreprises, leur seul et unique but, c'est faire de l'argent. Ils veulent aussi une certaine satisfaction de la clientèle parce qu'ils se disent ça m'assure de gens qui vont revenir dans le temps, puis éventuellement, sur le long terme, je vais probablement faire plus d'argent. C'est un gamble que je prends. Mais tu sais, l'exemple qui me vient en tête, qui n'a pas du tout rapport avec ce qu'on dit depuis le début, mais il y a un système de limitation qui me fait penser à ça. C'est par exemple, je ne sais pas, moi, tu es chez vous dans ton coin aux États-Unis, puis il y a un supermarché à côté de chez vous qui annonce un produit à un prix intéressant. Eux, là, ça change absolument rien pour eux. Si toi, tu arrivais à une situation fictive, mais tu disais, je veux acheter, disons que c'est du beurre. Bon, il est à moitié prix. Toi, tu décides, je veux acheter les 5000 livres de beurre que vous avez en stock. Pour eux, ça ne change rien en termes d'argent que toi, tu l'achètes maintenant. En fait, c'est même probablement plus compliqué. Ils peuvent enlever le présentoir, changer ça, mettre autre chose, puis faire un roulement de stock bien plus rapide. Sauf qu'au niveau de la satisfaction de la clientèle, là, c'est une autre affaire. C'est que oui, ils ont peut-être fait même peut-être plus d'argent entre les vendant toutes, mais là, il y a plein de gens qui arrivent, sont mécontents, ils disent que dorénavant, ils vont aller dans un autre magasin. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que, la recherche du profit immédiat dans l'espèce d'avarice pure,
que, tu sais, je veux dire, n'importe quel commerçant intelligent a aussi d'autres variables en tête, comme la satisfaction de sa clientèle, le fait que tu veux que les gens reviennent, tu veux que les gens puissent venir dans ton commerce et être contents de le faire, qu'ils n'aient pas l'impression de se faire flouer. Fait que c'est un peu le même principe. C'est pour ça que les supermarchés mettent des limitations sur des. Ben, je dis supermarché, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Là, Apple, c'était la même chose. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un arrive, achète les 10 000 téléphones ou les 850 téléphones, puis là, tous les autres clients sont comme hey, qui mange de la marge, je m'en vais acheter du Samsung. Là. Exactement. Ben, tu sais, c'est là que. Puis ça. Écoute, on pourra en parler plus dans la taverne, là. Mais ça, c'est un truc qui m'énerve un peu souvent, même parmi les économistes, qu'on va identifier théoriquement une raison pour laquelle le marché pourrait échouer. Puis après ça, quand tu regardes comment les business se comportent réellement, tu es là comme, OK, tu as juste trouvé une raison théorique, puis elle ne marche pas dans le vrai monde. Les business savent ce problème-là, puis ils le gèrent. Ça fait partie des raisons qu'ils ont des contrats avec des franchisés, qu'ils ont des contrats avec les artistes, avec les producteurs d'événements, la maison mère avec ses franchisés pour les téléphones, les épiceries qui ne veulent pas que. C'est une marque de commerce, t'es pas une épicerie générique, Batins. Si t'es une marque de commerce comme Whole Foods ou aux États-Unis, c'est un culte, Whole Foods. Fouille-moi, le Trader Joe's puis Whole Foods aux États-Unis, les gens jurent par ça. T'as des gens qui disent Oh, I love Whole Foods, puis ils sont comme presque en train de mouiller leur bobette. T'es genre comme calme-toi, tabarnak, c'est quand même une épicerie. Mais ils sont excités, mais c'est parce qu'une marque de commerce, c'est une loyauté que tu as à l'égard d'un produit. Si jamais le produit est comme, tu n'as pas ce que tu veux quand tu y vas, parce qu'il y a un dude qui a fait tous les achats, ben le producteur sait qu'il vient de perdre un client loyal, même si ce n'est pas techniquement de sa faute. C'est juste une autre personne que son comportement a un spillover sur. Moi, je ne sais pas si, mettons, les biscuits à la mélache chez Trader Joe's ne sont pas disponibles. C'est à cause qu'il y a un dude qui est venu acheter 500 boîtes. Ben, mais moi, je suis irrité à l'égard de Trader Joe's, puis je n'y vais pas pour 2 semaines. Ben, ils ont fait moins d'argent avec moi, mais c'est dans leur intérêt de dire, monsieur, vous pouvez juste acheter 4 boîtes. T'sais, quelque chose comme ça, si, mettons, c'est un truc qu'ils ont rare. Ben là, mais ça, c'est parce que la firme comprend l'importance de maintenir son brand. Exact. Puis ça, ben, dans le très court terme, sur le long terme, il y a un aspect monétaire à ça, mais dans le très court terme, pas tout le temps. Là, oui, mais tu sais, une firme qui ne se soucie pas de sa réputation, surtout qu'on est dans un monde où la compétition se fait sur la réputation entre brands, entre marques de commerce. Si tu ne te soucies pas de ta marque de commerce, tu fais faillite. Ben oui, c'est pour ça que, ben, puis ça, les gens. En plus, il faut que tu composes avec l'espèce de prisme déformant que, ben, oui, les gens sont satisfaits d'un bon service, d'un bon service après-vente, ce genre de truc-là. Mais il y a quelque chose qui marque beaucoup plus qu'un bon service, c'est un très mauvais service. Et là, ils se mettent à en parler. Là, ils te font de la mauvaise pub. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, hey, pour vrai, le coût. C'est pour ça que Walmart s'est tout le temps démarqué avec sa politique, que dans le fond, c'est des retours automatiques. Là. Ou dans le temps, mettons, tu avais plusieurs entreprises que là, pour qu'ils récupèrent ton objet que tu veux plus, il faut qu'il soit parfaitement emballé exactement comme tu l'avais acheté, que tu aies la facture, puis que tu aies ci, que tu aies ça. Puis une année, Walmart est arrivé, puis c'était comme, tu arrives au comptoir, la cafetière est tout brisée chez vous, puis ils apprennent quasiment pareil. Là, mais ça a contribué à se démarquer comme entreprise que il y avait cet avantage-là par rapport aux autres, mais à court terme, ils ont dû perdre de l'argent énormément là, avec cette politique-là. Ouais, ben une marque de commerce, ça compte. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Écoute, on peut passer à la partie La taverne de l'émission. Fait que ceux qui s'intéressent, joignez-vous à nous sur le Patreon. À partir de 4 piastres par mois, vous pouvez entendre toutes nos niaiseries dans une partie bonus du podcast. C'est les mêmes choses sérieuses, mais avec moins de filtres. Exact, exact.